Bonjour les amis, j'espère que vous allez merveilleusement bien. En tout cas, moi je suis en pleine forme. Et je suis d'autant plus en pleine forme qu'en ce moment je suis en train de préparer une série de vidéos nouvelles pour l'année prochaine qui va être sur plein de faits historiques, sur plein de choses scientifiques. On va changer un petit peu le concept de la chaîne. Je trouve qu'après 5 ans dans le développement personnel, moi j'ai pas fait tout à fait le tour, j'apprends toujours, mais je trouve que les sujets qu'on va retrouver ensuite, c'est toujours les mêmes. Et ce que je veux, c'est ouvrir les consciences et la connaissance dans cette nouvelle période qui s'ouvre à nous pour pouvoir comprendre un petit peu plus la réalité scientifique, quantique, et à chaque fois, ça sera abondamment expliqué et surtout documenté. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'affectionne. D'un sujet qui m'affectionne parce que j'aime Napoléon. J'aime Napoléon, c'est un personnage mythique, presque mythologique, aussi bien au niveau de l'histoire de France qu'au niveau mondial et historique. Et j'ai eu la chance de vivre pendant 5 ans à Agen. Alors à Agen, j'étais à côté de la maison, à 200 mètres de la maison où a vécu Nostradamus, et ça sera une prochaine vidéo, mais dans quelques mois, sur Nostradamus, qui a vécu aussi à Bordeaux, pas loin de là où j'étais, à l'époque où il y a eu la peste noire. C'est lui qui a mis en place un médicament, un remède contre la peste noire, donc c'est amusant de parler de ça dans la période où on vit aujourd'hui, et il est reparti après à Aix-en-Provence écrire ses centuries. Donc je vous ferai au moins 2 capsules, allez, d'ici l'année prochaine, sur justement l'histoire de Nostradamus. Et Cagliostro, je vous en parlerai également parce qu'il habitait donc boulevard Clémenceau, à 300 mètres de là où j'ai eu la chance de vivre à Bordeaux pendant 10 ans, là où j'avais acheté mon appartement, donc dans le Triangle d'Or. Et vous savez quoi ? Le maître Philippe, le fameux maître Philippe de Lyon, habitait au 35 rue Tête d'Or, et pendant 3 ans et demi, j'ai habité au 34 rue Tête d'Or, un petit peu en diagonale, dans la rue Tête d'Or qui mène au parc du même nom, voilà, entre Pardieu et le parc Tête d'Or. Alors, c'est marrant parce que je suis attiré par ces 3 personnages, maître Philippe, et je vous en parlerai également dans une capsule, Cagliostro, Nostradamus, et ce sont des personnes qui ont vécu pas loin des endroits où j'habitais. Alors synchronicité, on y met ce qu'on veut, mais à chaque fois, il y a la curiosité qui est derrière. Et à Agen, j'ai découvert un document du bibliothécaire de la ville d'Agen en 1827, Jean-Baptiste Pérès, qui a écrit, et vous avez le document ici que je suis en train de consulter, donc je vais vous le lire. En fait, ce document, il est totalement réel. Et vous pouvez le trouver sur Internet. C'est une thèse comme quoi Napoléon n'a jamais existé. Et dans cette période où tout le monde dit plein de choses, on ne sait pas si c'est des fakes ou pas des fakes, si c'est des complots ou pas des complots, eh bien je trouve génial de pouvoir alimenter ma thèse avec le fait que Napoléon n'a jamais existé. Alors, je n'ai pas dit que je croyais que Napoléon n'avait jamais existé. Personnellement, je suis allé dans des lieux où il est allé, je suis allé sur l'île d'Elbe, je suis allé sur les endroits où il est passé, mais quand je vois ce document, eh bien, vous connaissez le 5e accord Toltec, j'écoute, mais je doute. En fait, c'est la posture que j'ai décidé de choisir, c'est d'écouter les 2 versions et après de faire ma propre opinion. Alors peut-être que l'histoire de France nous est racontée des fois embellie par certaines choses, et je vous laisse dans les commentaires dire si vous y croyez ou pas. En tout cas, on est parti, et nous allons illustrer en même temps ce texte que je vais vous lire. Publié pour la première fois en 1827, Napoléon n'a jamais existé, ou grand erratum, source d'un nombre infini d'errata à noter dans l'histoire du XIXe siècle, de Jean-Baptiste Pérès. Napoléon Bonaparte, dont on dit et écrit tant de choses, n'a pas même existé. Ce n'est qu'un personnage allégorique, c'est le soleil personnifié. Et notre assertion sera prouvée si nous faisons voir que tout ce qu'on publie de Napoléon le Grand est emprunté du grand astre. Voyons donc sommairement ce qu'on nous dit de cet homme merveilleux. On nous dit qu'il s'appelait Napoléon Bonaparte, qu'il était né dans une île de la Méditerranée, que sa mère se nommait Laetitia, qu'il avait 3 sœurs et 4 frères, dont 3 furent rois, qu'il eut 2 femmes, dont une lui donna un fils, qu'il mit fin à une grande révolution, qu'il avait sous lui 16 maréchaux de son empire, dont 12 étaient en activité de service, qu'il triompha dans le Midi et qu'il succomba dans le Nord,
qu'enfin, après un règne de 12 ans, qu'il avait commencé en venant de l'Orient, il s'en alla disparaître dans les mers occidentales. Reste donc à savoir si ces différentes particularités sont empruntées du Soleil, et nous espérons que quiconque lira cet écrit en sera convaincu. Alors là, effectivement, 12 ans, les 12 signes du zodiaque, du sud au nord, c'est effectivement allégoriquement incroyable. Mais ce n'est pas fini. Et d'abord, tout le monde sait que le Soleil est nommé Apollon par les poètes. Il est constant que le mot Apollon signifie exterminateur. Et il paraît que ce nom fut donné au Soleil par les Grecs à cause du mal qu'il leur fit devant Troie, où une partie de leur armée périt par les chaleurs excessives et par la contagion qui en résulta, lors de l'outrage fait par Agamemnon à Chryses, prêtre du Soleil, comme on le voit au commencement de l'Iliade d'Homère. Et la brillante imagination des poètes grecs transforma les rayons de l'astre en flèches enflammées que le dieu irrité lançait de toutes parts, et qui aurait tout exterminé si pour apaiser ses colères on eût rendu la liberté à Chryséis, fille du sacrificateur Chryses. C'est vraisemblablement alors et pour cette raison que le Soleil fut nommé Apollon. Mais quelle que soit la circonstance ou la cause qui a donné à cet astre un tel nom, il est certain qu'il veut dire exterminateur. Or, Apollon est le même mot qu'Apolléon. Il dérive de apolio ou apoléo, deux verbes grecs qui n'en font qu'un et qui finit perdre, tuer, exterminer. De sorte que si le prétendu héros de notre siècle s'appelait Apolléon, il aurait le même nom que le Soleil et remplirait d'ailleurs toute la signification de ce nom. Car on nous le dépeint comme le plus grand exterminateur d'hommes qui ait jamais existé. Mais ce personnage est nommé Napoléon, et conséquemment, il y a dans son nom une lettre initiale qui n'est pas dans le nom du Soleil. Oui, il y a une lettre de plus et même une syllabe. Car suivant les inscriptions qu'on a gravées de toutes parts dans la capitale, le vrai nom de ce prétendu héros était Néapoléon ou Néapolion, ce que l'on voit notamment sur la colonne de la place Vendôme. Or, cette syllabe de plus n'y met aucune différence. Cette syllabe est grecque sans doute comme le reste du nom, et en grec, né ou nei est une des plus grandes affirmations que nous pouvons rendre par le mot véritablement. D'où il suit que Napoléon signifie véritable exterminateur, véritable Apollon, c'est donc véritablement le Soleil. Mais que dire de son autre nom? Quel rapport le mot Bonaparte peut-il avoir avec l'astre du jour? On ne le voit point d'abord. Mais on comprend au moins que comme Bonaparte signifie bonne partie, il s'agit sans doute de là de quelque chose qui a deux parties, l'une bonne et l'autre mauvaise, de quelque chose qui en outre se rapporte au Soleil Napoléon. Or rien ne se rapporte plus directement au Soleil que les effets de sa révolution diurne, et ces effets sont le jour et la nuit, la lumière et les ténèbres, la lumière que sa présence produit, et les ténèbres qui prévalent en son absence. C'est une allégorie empruntée des Perses, c'est l'empire d'Oromase et celui d'Ahriman, l'empire de la lumière et des ténèbres, l'empire des bons et des mauvais génies. Et c'est à ces derniers, c'est au génie du mal et des ténèbres que l'on dévouait autrefois par cette expression imprécatoire « Abi in malam partem ». Et si par mala parte, on entendait les ténèbres, nul doute que par bona parte, on ne doit entendre la lumière, c'est donc le jour par opposition à la nuit. Ainsi, on ne saurait douter que ce nom ait des rapports avec le Soleil, surtout quand on le voit assorti avec Napoléon, qui est le Soleil lui-même, comme nous venons de la prouver. Deuxièmement, Apollon. Apollon, suivant la mythologie grecque, était né dans une île de la Méditerranée, dans l'île de Délos. Aussi a-t-on fait naître Napoléon dans une île de la Méditerranée. Et de préférence, on a choisi la Corse, parce que la situation de la Corse, relativement à la France, où on a voulu le faire régner, est plus conforme à la situation de Délos relativement à la Grèce, où Apollon avait ses temples principaux et ses oracles. Pausanias, il est vrai, donne à Apollon le titre de divinité égyptienne, mais pour être divinité égyptienne, il n'était pas nécessaire qu'il fût né en Égypte, il suffisait qu'il y fût regardé comme un dieu, et c'est ce que Pausanias a voulu nous dire. Il a voulu nous dire que les Égyptiens l'adoraient, et cela encore établit un rapport de plus entre Napoléon et le Soleil. Troisièmement, on prétend que sa mère se nommait Laetitia, mais sous le nom de Laetitia qui veut dire la joie, on a voulu désigner l'aurore, dont la lumière naissante répand la joie dans toute la nature.
l'aurore qui enfante au monde le soleil, comme disent les poètes, en lui ouvrant avec ses doigts de rose les portes de l'Orient. Encore est-il bien remarquable que, suivant la mythologie grecque, la mère d'Apollon s'appelait Leto ou Leto, avec des accents. Mais si de Leto les Romains firent Latone, mère d'Apollon, on a mieux aimé dans notre siècle en faire Laetitia, parce que Laetitia est le substantif du verbe loetor, ou de l'inusité loeto, qui voulait dire inspirer la joie. Il est donc certain que cette Laetitia est prise comme son fils dans la mythologie grecque. Quatrièmement, d'après ce qu'on en rend compte, ce fils de Laetitia avait 3 sœurs, et il est indubitable que ces 3 sœurs sont les 3 Grâces, qui, avec les Muses, leurs compagnes faisaient l'ornement et les charmes de la cour d'Apollon, leur frère. Cinquièmement, on dit que ce moderne Apollon avait 4 frères. Or, ces 4 frères sont les 4 saisons de l'année, comme nous allons le prouver. Mais d'abord qu'on ne s'effarouche point en voyant les saisons représentées par des hommes plutôt que par des femmes, cela ne doit même pas paraître nouveau, car en français, des 4 saisons de l'année, une seule est féminine, c'est l'automne, et encore nos grammairiens sont peu d'accord à cet égard. Mais en latin, autumnus n'est pas plus féminin que les 3 autres saisons, ainsi point de difficulté là-dessus. Les 4 frères de Napoléon peuvent représenter les 4 saisons de l'année, et ceux qui suivent prouvent qu'ils les représentent réellement. Des 4 frères de Napoléon, 3, dit-on, furent rois. Et ces 3 rois sont le printemps, qui règne sur les fleurs, l'été, qui règne sur les moissons, et l'automne, qui règne sur les fruits. Et comme ces 3 saisons tiennent toutes de la puissance et influence du soleil, on nous dit que les 3 frères de Napoléon tenaient de lui leur royauté et ne régnaient que par lui. Et quand on ajoute que des 4 frères de Napoléon, il y en eut un qui ne fut point roi, c'est que des 4 saisons de l'année, il n'y a une qui ne règne sur rien, c'est l'hiver. Mais si pour infirmer notre parallèle, on prétendait que l'hiver n'est pas sans empire, et qu'on voulut lui attribuer la triste principauté des neiges et des frimas, qui dans cette fâcheuse saison blanchissent nos campagnes, notre réponse serait toute prête. C'est, dirions-nous, ce qu'on a voulu nous indiquer par la vaine et ridicule principauté dont on prétend que ce frère de Napoléon a été revêtu après la décadence de toute sa famille, principauté qu'on a attachée au village de Canino, de préférence à tout autre, parce que canine vient de cani, qui veut dire les cheveux blancs de la froide vieillesse qui rappelle l'hiver. Car aux yeux des poètes, les forêts qui couronnent nos coteaux en sont la chevelure, et quand l'hiver les couvre sur ses frimas, ce sont les cheveux blancs de la nature défaillante dont la vieillesse de l'année. Cum gelidus crescit canis in montibus humor. Ainsi, le prétendu prince de Canino n'est que l'hiver personnifié, l'hiver qui commence quand il ne reste plus rien des 3 belles saisons et que le soleil est dans le plus grand éloignement de nos contrées, envahi par les fougueux enfants du Nord, nom que les poètes donnent au vent, qui venant de ces contrées décolore nos campagnes et les couvre d'une odieuse blancheur, ce qui a fourni le sujet de la fabuleuse invasion des peuples du Nord dans la France, où il aurait fait disparaître un drapeau de diverses couleurs dont elle était embellie, pour y substituer un drapeau blanc qu'il aurait fait couvert tout entière après l'éloignement du fameux Napoléon. Mais il serait inutile de répéter que ce n'est qu'un emblème des frimas que les vents du Nord nous apportent durant l'hiver, à la place des aimables couleurs que le soleil maintenait dans nos contrées, avant que par son déclin il se fût éloigné de tous. Toute chose dont il est facile de voir l'analogie avec les fables ingénieuses que l'on a imaginées dans nos siècles. Sixièmement, selon les mêmes fables, Napoléon eut 2 femmes. Aussi en avait-on attribué 2 au soleil. Ces 2 femmes du soleil étaient la lune et la terre. La lune, selon les Grecs, et c'est Plutarque qui l'atteste, et la terre, selon les Égyptiens. Avec ces différences bien remarquables que de l'une, c'est-à-dire la lune, le soleil n'eut point de postérité, et que de l'autre il eut un fils unique, c'est le petit Horus, fils d'Osiris et d'Isis, c'est-à-dire du soleil et de la terre, comme on le voit dans l'Histoire du ciel à la page 61 et les suivantes. C'est une allégorie égyptienne dans laquelle le petit Horus, né de la terre fécondée par le soleil, représente les fruits de l'agriculture, et précisément on a placé la naissance du prétendu fils de Napoléon au 20 mars, à l'équinoxe du printemps, parce que c'est au printemps que les productions d'agriculture prennent leur plus grand développement. Septièmement, on dit que Napoléon mit fin à un fléau dévastateur qui terrorisait toute la France et qu'on nomme l'hydre de la Révolution. Or, l'hydre est un serpent, et peu importe l'espèce, surtout quand il s'agit d'une fable, c'est le serpent Python, reptile énorme qui était pour la Grèce l'objet d'une extrême terreur, qu'Apollon dissipa en tuant ce monstre, ce qui fut son premier exploit, et c'est pour cela qu'on nous dit que Napoléon commença son règne en étouffant la Révolution française, aussi chimérique que tout le reste. Car on voit bien que Révolution est empruntée
du mot latin revolutus, qui signifie un serpent enroulé sur lui-même. C'est Python et rien de plus. Waouh! Alors là, c'est impressionnant. Huitièmement, le célèbre guerrier du 19e siècle avait, dit-on, 12 maréchaux de son empire à la tête de ses armées, et 4 en non-activité. Or, les 12 premiers, comme bien entendu, sont les 12 signes du zodiaque. Mais bien sûr, vous suivez depuis le début quand même? Marchant sous les ordres du soleil Napoléon et commandant chacun une division de l'innombrable armée des étoiles qui est appelée milice céleste dans la Bible et se trouve partagée en 12 parties correspondant aux 12 signes du zodiaque. Tels sont les 12 maréchaux qui, suivant nos fabuleuses chroniques, étaient en activité du service sous l'empereur Napoléon. Et les 4 autres, vraisemblablement, sont 4 points cardinaux qui, immobiles au milieu du mouvement général, sont fort bien représentés par la non-activité dont il s'agit. Ainsi, tous ces maréchaux, tant fictifs qu'inactifs, sont des êtres purement symboliques qui n'ont pas eu plus de réalité que leur chef. Neuvièmement, on nous dit que ce chef de tant de brillantes armées avait parcouru glorieusement les contrées du Midi, mais qu'ayant trop pénétré dans le nord, il n'ait pu s'y maintenir, or cela caractérise parfaitement la marche du soleil. Le soleil, on le sait bien, domine en souverain dans le Midi, comme on le dit l'empereur Napoléon. Mais ce qu'il y a de bien remarquable, c'est qu'après l'équinoxe du printemps, le soleil cherche à gagner les régions septentrionales en s'éloignant de l'équateur. Mais au bout de 3 mois de marche vers ces contrées, il rencontre le tropique boréal qui le force à reculer et à revenir sur ses pas vers le Midi, en suivant le signe du Cancer, c'est-à-dire de l'écrevisse, signe auquel on a donné ce nom, qu'on appelle aussi macrobe, pour expliquer la marche rétrograde du soleil dans cet endroit de la sphère. Oh punaise! Mais oui, mais c'est bien sûr. Et c'est là-dessus qu'on a calqué l'imaginaire expédition de Napoléon vers le nord, vers Moscou, et la retraite humiliante dont on dit qu'elle fut suivie. Ainsi, tout ce qu'on nous raconte des succès ou des revers de cet étrange guerrier ne sont que des allusions diverses relatives au cours du soleil. 10e, et ceci n'a pas besoin d'explication, le soleil se lève à l'Orient et se couche à l'Occident comme tout le monde le sait. Mais pour des spectateurs situés aux extrémités des terres, le soleil paraît sortir le matin des mers orientales et se plonger le soir dans les mers occidentales. C'est ainsi que d'ailleurs que tous les poètes nous dépeignent son lever et son coucher. Et c'est là que nous devons entendre quand on nous dit que Napoléon vint par la mer de l'Orient de l'Égypte pour régner sur la France et qu'il a été disparaître dans les mers occidentales après un règne de 12 ans qui ne sont autre chose que les 12 heures du jour pendant lesquelles le soleil brille sur l'horizon. Il n'a régné qu'1 jour, dit l'auteur des Nouvelles Messéniennes, en parlant de Napoléon, et la manière dont il décrit son élévation, son déclin et sa chute prouvent que ce charmant poète n'a vu comme nous dans Napoléon qu'une image du soleil. Il n'est pas autre chose. C'est prouvé par son nom, par le nom de sa mère, par ses 3 sœurs, ses 4 frères, ses 2 femmes, son fils, ses maréchaux et ses exploits. C'est prouvé par le lieu de sa naissance, par la région dont on nous dit qu'il vint, en entrant dans la carrière de sa domination, par le temps qu'il employa à la parcourir. Par les contrées où il domina, par celles où il échoua, et par la région où il disparut, pâle et découronné après sa brillante course, comme le dit le poète Casimir de la Vigne. Il est donc prouvé que le prétendu héros de notre siècle n'est qu'un personnage allégorique dont tous les attributs sont empruntés du soleil. Et par conséquent, Napoléon Bonaparte, dont on a dit et écrit tant de choses, n'a même pas existé. Et l'erreur où tant de gens ont donné tête baissée vient d'un quiproquo, c'est qu'ils ont pris la mythologie du XIXe siècle pour une histoire. Post-scriptum, nous aurions encore pu invoquer à l'appui de notre thèse un grand nombre d'ordonnances royales dont les dates certaines sont évidemment contradictoires au règne du prétendu Napoléon, mais nous avons eu nos motifs pour n'en pas faire usage. Et bien voilà les amis, cet incroyable traité qui existe réellement, que vous avez sous ce nom-là et que vous retrouvez à l'adresse qui apparaît à l'écran, et vous aurez sous la vidéo ce fascicule que vous pourrez imprimer et qui existe vraiment et qui a été écrit par le bibliothécaire de la ville d'Agen et qu'il a publié en 1827. C'est le 1er avril. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette capsule. Mais ce n'est pas un poisson d'avril, ce n'est pas un fake, ça existe vraiment ce document. Et il y a des gens qui le croient vraiment. Alors, je trouve ça très intéressant au 1er avril de faire un hommage à tous ces gens qui aujourd'hui écrivent des choses incroyables. On n'a pas marché sur la Lune, la Terre est plate, la Terre ne tourne pas, plein de choses. Eh bien, aujourd'hui, vous avez des gens
qui vous prouvent des choses et des gens qui vous prouvent le contraire. Et je trouve que c'est super intéressant parce que finalement, la confusion que nous avons dans cette période que nous vivons, eh bien, c'est qu'en fait, on doute de tout. Et on ne sait plus qui est vrai, qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Comme je l'ai dit dernièrement dans une capsule, sur le 5e accord Toltec, c'est d'écouter, mais d'être sceptique. Et je préfère le mettre en rime en disant « j'écoute et je doute ». Alors plus que jamais, j'écoute tout, parce que je trouve ça très intéressant, et je trouve ça très intéressant que l'histoire de Napoléon colle absolument à cette mythologie, ou à cette façon de voir l'histoire. Mais on pourrait faire ça pour tout. Alors, je voudrais, vous aussi, les amis, que pour ce 1er avril, dans le lien ci-dessous, vous me racontiez, de la même manière que je vous ai conté l'histoire de Napoléon, l'histoire de personnages célèbres d'aujourd'hui. Et peut-être que vous trouverez des similitudes. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, remplie de rire, de dopamine et de sérotonine. Et surtout, prenez soin de vous.